Quel est le secret de la longévité? On sait aujourd'hui qu'il y a certaines populations dans le globe qui vivent jusqu'à beaucoup plus tard que la moyenne, donc jusqu'à 100 ans, ce qui est 10 fois plus que la moyenne des personnes en Europe et en Amérique du Nord. Et surtout, ils vivent en bonne santé. Donc aujourd'hui, je vais vous donner quelles sont leurs astuces et surtout, je vais vous expliquer comment on peut les adapter dans notre journée au quotidien. Je suis Rita de la chaîne Ayurnatur, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc je partage les connaissances en naturopathie, en Ayurveda. Pour rien louper, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo et aussi à télécharger le guide gratuit, le quiz pour connaître quelle est votre constitution de base et comme ça commencer petit à petit à améliorer votre santé. Donc le lien pour faire le quiz, il est juste dans le descriptif de cette vidéo. Et voilà, c'est parti. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des zones bleues. Donc si vous ne savez pas encore ce que c'est, les zones bleues, c'est une carte, vous pouvez taper sur internet, vous allez voir. Il y a une carte du monde qui va vous montrer où sont ces zones où il y a des populations de centenaires qui vivent en bonne santé donc, et qui ont une longévité qui est remarquable par rapport à la moyenne de la population humaine. Okay? Et du coup, déjà, je vais vous dire qui sont ces populations-là. Donc déjà, je vais regarder mes feuilles parce que je ne sais pas de mémoire. Donc, on a 5 groupes populationnels. Donc, le premier, c'est dans la commune de Loma Linda, en Californie, aux États-Unis. Il y a la péninsule de Nicoya, au Costa Rica. Il y a en Sardaigne, dans une région montagneuse de la Sardaigne, bon la Sardaigne est montagneuse, mais dans une région précise de cette île, on a une région qui s'appelle Nuclu, et donc en Italie, et du coup on va avoir encore une population à cet endroit-là qui vit jusqu'à 100 ans et en bonne santé. Et sur l'île de Ikaria en Grèce aussi, et celle-là elle est très connue, au Okinawa au Japon. Et donc, juste pour la petite précision, et ça on ne le sait pas forcément, en Okinawa, c'est une population de centenaires qui est majoritairement féminine, donc c'est surtout chez les femmes. Et en Sardaigne, c'est une population qui va vivre une longévité un peu plus importante, mais surtout chez les hommes. Okay? Et aujourd'hui, ce que je voudrais surtout vous partager, c'est les recherches d'une personne qui s'appelle de Monsieur Dan Buettner, que lui, du coup, il voulait vraiment investiguer qu'est-ce qui se passait auprès de ces populations. Et donc, il est allé, un certain nombre de temps, interviewer ces personnes, comprendre comment elles mangeaient, comment elles vivaient en général, pour essayer d'avoir les secrets de la longévité, justement. Et donc, cette personne, elle est ressortie de cette recherche avec 9 points fondamentaux que les personnes suivaient, 9 points qu'il y avait en commun entre ces personnes-là. Et c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui, parce que souvent, quand on parle de ces zones bleues, on parle souvent de l'alimentation, mais il n'y a pas que l'alimentation qui fait que ces personnes-là, elles ont un style de vie qui est avec plus de longévité et surtout en bonne santé. Parce que l'être humain, avec les avancements de la médecine allopathique, on est en train de vivre plus, hein, on meurt plus vieux, mais on a beaucoup de maladies. Et ce qui est particulier dans ces 5 populations, c'est qu'ils ont un taux nettement inférieur en termes de tout ce qui est maladie de démence, maladie neuropsychique, et aussi un taux nettement inférieur de maladies cardiovasculaires. Et les maladies cardiovasculaires, c'est les maladies numéro 1 qui tuent au monde aujourd'hui, notamment en Europe et en Amérique du Nord. Okay? Et les maladies cardiovasculaires, ce sont des maladies de style de vie. Donc ça, c'est très clair. Et donc on va voir aujourd'hui quels sont ces 9 points qu'elles font ces populations et donc comment surtout on peut les appliquer
à nos jours, ok? Faire en sorte qu'on essaye d'appliquer ces 9 points dans notre vie en sachant qu'on n'a pas forcément le même style de vie, mais comment on peut les adapter. Allez, on va commencer. Alors, premier point, c'est que ces populations-là, elles ont un mouvement au quotidien, ok? C'est pas qu'elles font le sport tous les jours, ou le sport 1, 2 ou 3 fois par semaine, c'est qu'elles ont une activité physique qui est régulière. C'est pas forcément qu'on fait du sport, c'est pas forcément qu'on fait une activité physique. Et donc c'est ça que je vais vous expliquer. C'est pour ça, là je vais prendre, parce que ces points-là, vous pouvez les trouver sur Internet, mais moi je vais, avec base dans la naturopathie et l'Ayurveda, vous expliquer pourquoi ça marche et comment vous pouvez le faire, ok? Donc, quand je vous dis sur ma chaîne qu'il faut pratiquer plus de mouvements, c'est pas forcément faire du yoga. Bon, le yoga c'est quelque chose que je recommande beaucoup parce que c'est facile à mettre en place et que ça va équilibrer beaucoup de choses. Mais si vous n'avez pas le temps de mettre en place du yoga tous les jours, en fait c'est du mouvement. Et ces populations-là, c'est pas qu'elles font le yoga, c'est pas qu'elles font un sport en particulier, mais elles bougent tout le temps. Donc c'est les personnes qui s'occupent de leur jardin, de l'agriculture, rien que de faire le ménage à la maison, si on est déjà un peu plus serein, c'est de l'activité. Donc c'est le fait de bouger, c'est le fait de ne pas être sédentaire dans le quotidien, parce que l'être humain, il a évolué d'une façon où il n'était pas sédentaire du tout. On était des nomades, on marchait en longueur de journée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'on a des styles de vie qui sont très sédentaires. On connaît par exemple un truc classique, un informaticien, on a de plus en plus, parce que là où comment le monde il avance, on a de plus en plus ce type de métier. Et du coup, on reste un certain nombre d'heures assis. Et puis, si on a de la chance aussi, on est un peu éveillé à ça, on va faire du sport 2, 3 fois, 5 fois par semaine, mais un sport très intense, pendant 1 heure pour compenser tout ce qu'on n'a pas fait dans la journée. Okay? Et en fait, ça va aider, mais c'est pas ça qu'elles nous enseignent, ces populations-là. Ce qu'elles nous enseignent, ces populations-là, c'est pas à faire du sport intense sur une courte durée, c'est de faire une activité qui est moyennement intense, ou peu intense, mais qui est très fréquente, qu'on le fait beaucoup. Donc comment le faire aujourd'hui? Ben, si vous êtes par exemple informaticien, ce que je vous invite à faire, c'est toutes les 2 heures, vous levez, aller dehors, respirer, faire quelques mouvements, mettez ça au quotidien. Déjà, si vous vous levez 3 fois dans la journée pour faire ça, et que ça prend 5 minutes, c'est 5 minutes 3 fois, donc ça fait 15 minutes dans votre journée, vous allez voir au bout d'une semaine l'impact que ça a dans votre vie. Donc c'est vraiment important de le faire. Okay? Alors, on va voir le deuxième point. Deuxième point, que du coup Don Burton il nous a démontré de ces cultures-là, c'est que elles rencontrent alors je sais plus, parce que du coup mes notes elles sont en portugais, je sais plus comment on dit ça en français, c'est trouver notre voie dans la vie. Donc dans toutes ces populations-là, quand il a fait l'interview, chaque personne, elle savait pourquoi elle était là, qu'est-ce qu'elle faisait. Et ça, c'est quelque chose qu'on parle beaucoup en Ayurveda. C'est-à-dire l'Ayurveda, c'est l'étude de l'être humain en termes de santé. Elle vise à améliorer la santé des gens. Pourquoi? Pour atteindre les 4 buts primordiaux de la vie. Et donc, ça, c'est des sujets à des vidéos et des vidéos. J'en ai fait plusieurs là-dessus. Mais le premier de ces points, de ces objectifs de vie, c'est atteindre notre dharma. Notre dharma, c'est un ensemble, ça peut être un ensemble de règles d'éthique, morale qu'on suit, mais surtout, c'est cette mission de vie, c'est ce qui nous tient à cœur. Et en fait, ce que Don Burton nous a apporté aussi de ces interviews, c'est que ces personnes-là, elles suivent leur dharma avec passion. Donc, c'est le truc de leur vie. Ok? Donc, la question, est-ce que l'énergie que vous mettez tous les jours, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans les activités où vous vous occupez la plupart de votre temps, est-ce qu'il y a de la passion? Est-ce que c'est aligné avec ce que vous aimez profondément, ce que vous sentez que vous êtes venu faire au monde? Alors, il y a beaucoup de personnes qui parlent d'armes et
on a l'impression des fois que pour suivre notre dharma, il faut être prof de yoga ou naturopathe ou faire un truc un peu zen ou un peu new age. Mais non, en fait, un cordonnier, il peut suivre son dharma, il est là-dessus. Un de mes meilleurs amis, Antoine, avec qui j'ai déjà fait une vidéo là sur YouTube, sur l'aplomb, lui, en fait, dans l'étude de son astrologie, toutes les planètes, elles tournent le dos. Donc lui, c'est une personne qui doit faire beaucoup profil bas et c'est comme ça qu'il est bien. Par exemple, moi, j'ai toutes les planètes qui sont tournées vers moi. Et du coup, j'ai une chaîne YouTube, j'ai tout ça. Et donc, je suis alignée quand je fais ça. Si Antoine, il se met à faire une chaîne YouTube, s'il se met à avoir beaucoup de clients d'un coup, et du coup, il va être déstabilisé. Parce que c'est pas un accord avec lui. Donc là, je vous parle d'astrologie parce que je vous donne l'exemple de deux personnes qui sont très différentes et qui ont fait cette étude-là. Mais on n'a pas besoin de faire une étude en astrologie pour savoir quel est notre dharma. On le sait. Ça vient de dedans. Et tant qu'on ne le fait pas, on ne sent pas cette joie, on ne sent pas cette ouverture. Donc, arrêtez-vous, pensez, prenez des vacances, observez vers quelle direction votre vie elle est en train de vous mener. Est-ce que c'est ça? Ou est-ce qu'il faut peut-être faire un tournant? En général, quand on n'est pas sur la bonne voie, la vie elle nous le montre. Elle nous met des obstacles. Dans l'hindouisme, c'est Ganesh, le dieu éléphant, qui va nous mettre les obstacles pour que nous, on puisse les dépasser et nous mettre à nouveau dans notre voie. Okay? Donc voilà le deuxième point qui nous a été apporté. Alors, le troisième point, c'est de ralentir, de travailler moins, de se reposer, de prendre des vacances. Donc, ralentir le rythme. Parce que lui, en fait, il a rapporté ces informations, il les a mis sous forme de conseils pour tout le monde, pour que nous, les Occidentaux et les personnes qui sont un peu trop workaholic et trop attachés au travail, au faire, très rajasique, il nous a apporté donc les solutions pour que nous on se calme. Donc lui il dit voilà, travaillez moins, ça dépend avec qui on parle. Moi j'ai des amis, des connaissances au moins, qui vivent du chômage, mais que du coup ils ne suivent pas leur but. Ils ont l'impression d'être c'est pas que c'est mauvais de vivre du chômage, c'est des personnes que du coup elles se disent je vais pas travailler parce qu'on me prend pour un con, je vais faire tant d'heures et après finalement pour ma vie nanana. Mais en fait ces personnes là ils sont pas forcément heureuses. Donc moi je dirais travailler à bon escient, travailler au niveau qui vous correspond, ok? Donc très souvent ce qu'on voit dans notre société, c'est des personnes qui travaillent trop, qui sont du coup très workaholic justement, parce que les employeurs ils les poussent à travailler plus, à ne pas s'écouter, etc. Mais le contraire, il se vérifie aussi, ça existe aussi dans notre vie, dans notre quotidien. Donc c'est juste travailler, la quantité de travail que vous devez apporter, elle doit être en accord avec vos besoins, parce que c'est un besoin de travailler, et avec vos capacités. Et nos capacités, elles changent tous les jours. Moi, par exemple, après, j'ai l'opportunité de le faire parce que j'ai créé mon travail en fonction de mes besoins. Mais ça m'est arrivé de ne pas être bien et d'annuler tous mes rendez-vous de la journée. Parce que j'étais pas bien. Ça m'est arrivé de, par exemple, mon enfant, il n'était pas très bien. Donc, j'ai décidé de le garder. J'ai annulé tous mes rendez-vous. Parce que ce jour-là, si j'allais travailler, déjà, ça serait pas bon pour moi. Et puis, je ne porterai pas de bons conseils. Mais pas tout le monde peut faire comme moi. Ok, je sais que c'est une situation idéale. Ce n'est pas la situation que j'ai toujours eue. Donc, j'ai créé la vie en fonction de mes besoins. Parce que c'était un choix et parce que j'ai pu le faire. Pas tout le monde peut le faire. Mais parfois, ce qu'on peut, c'est ne pas travailler. J'ai énormément de personnes que je reçois au cabinet qui ont un travail, par exemple, à 9h, de 9h à 17h, elles arrivent à 8h et elles partent à 20h. C'était moi, quand je travaillais au bloc. Je travaillais au bloc d'un hôpital à Marseille. Je devrais commencer il y avait des matins et les après-midi. Quand j'étais de matin, je devais commencer à 7h, je crois. J'arrivais toujours 3/4 d'heure avant. Pourquoi ?
Parce qu'en fait, le fait de commencer à 7 heures ne me permettait pas, comme ça ne permettait à personne dans ce bloc, de faire les choses comme il fallait. Donc, c'est-à-dire que au moment que la chirurgie allait commencer, les choses n'étaient pas prêtes. Et moi, comme je suis perfectionniste, ça m'allait pas. Donc, j'allais 3/4 d'heure avant. 3/4 d'heure qui n'étaient pas payés. La plupart des gens, il y en avait qui faisaient comme moi, mais la plupart des gens, la plupart des infirmiers, ils ne faisaient pas comme ça. Et bah, voilà, ils suivaient, et puis si le chirurgien disait quelque chose, bah, c'est que la structure est mal organisée. C'est eux qui ont raison, parce que moi je faisais des heures en plus, et pourquoi? Pour la gloire de qui? Ça me tuait en plus ma santé, parce que je me réveillais plus tôt, j'étais pas du tout alignée avec mes besoins, ok? Donc ça peut être ça, c'est quelque chose que je recommande beaucoup à ces personnes qui sont un peu perfectionnistes, c'est du coup de respecter les horaires. Tout simplement. L'heure de repas. Combien de personnes ne respectent pas l'heure de repas parce qu'elles ont trop de travail? Ok? C'est parce que la chose, elle est mal gérée. C'est à vous de subir. C'est le monde à l'envers, en fait. Donc, voilà, un de ces enseignements, c'est de ralentir, de prendre des vacances. Prendre des vacances aussi, j'aimerais parler de ça. Donc là, actuellement, je suis en train de faire mes vidéos, je suis en vacances. Et l'idée, c'est quand on prend les vacances, c'est de prendre en vacances et les vacances aussi, prendre plus de vacances. Donc ça pendant les vacances, et une autre chose que je voudrais vous dire aussi, c'est de ne pas essayer de faire les extrêmes, parce que souvent ce qu'on fait, c'est qu'on travaille toute l'année pour aller partir en vacances, et puis quand on part en vacances, on se dit moi je mérite aller me coucher tard, boire tant d'alcool, prendre telle drogue, je mérite manger n'importe quoi, à n'importe quelle heure. Et puis ça arrive quoi? Ça arrive qu'à la fin des vacances, on est épuisé, on n'en peut plus. Et donc en fait, prendre plus de vacances, travailler moins, prendre plus de vacances, ce sont les recommandations, mais les vacances, elles doivent être en adéquation aussi avec ce que notre corps, notre esprit, il demande. Et pas à essayer de donner tout pour après faire n'importe quoi derrière. Ok? Juste la petite précision que je voulais vous donner. Ok? Après, le quatrième point, c'est d'arrêter de manger quand on est à 80% rempli. Ok, donc ça c'est quelque chose que ces populations-là conseillent. En Ayurveda, on le voit un petit peu différemment, donc, mais ça ne change pas beaucoup. C'est qu'on dit que on doit manger un tiers solide, un tiers liquide et un tiers laisser le système digestif vide. Donc on est proche de ces 80%, c'est pratiquement la même chose. Donc dans la partie liquide, il faut voir que dans les légumes, on a une partie qui est solide et liquide. Donc c'est pas qu'on doit boire de l'eau à un tiers de notre estomac. Okay. Mais dans tous les cas, l'idée de rester toujours avec une partie qui est vide, c'est important. C'est important pour aider notre digestion. Donc, c'est important de sortir de table tout en étant, avoir une sensation de satiété, d'avoir assez mangé, mais de ne pas avoir ce trop plein. Cette chose où on n'arrive même plus à bouger. Ok? Après, dans le cinquième point qui nous est rapporté, c'est manger plus végétaux, plus d'alimentation végétale, des légumes, des fruits, et moins de produits animaux, de viande, et surtout moins de produits transformés. Ça, c'est évident, j'en ai fait un paquet de vidéos là-dessus. Les produits industriels, ils sont faits pour avoir une longue vie dans l'étagère et pas une longue vie à vous. C'est fait pour avoir une belle présentation, pas forcément pour avoir un bon effet sur votre corps. Donc les produits transformés, vraiment, si vous pouvez les éliminer complètement, vous portez, ça vous fera que du bien, ok? Et puis manger plus de légumes, bien sûr. Il y a des personnes qui disent oui, je mange des légumes, et en fait, on va voir, ils mangent des pommes de terre et des poivrons. Et si on mange tout le temps la même chose, bah, on n'a pas la diversification alimentaire dont on a besoin pour ne pas être carencé. Et du coup, on va commencer à prendre plein de pilules naturopathiques pour combler des carences parce qu'on ne mange pas ce qu'il faut. Mais bon, j'ai fait plein de vidéos là-dessus déjà, donc je ne vais pas me prolonger là sur celle-ci. Donc ça, c'était le cinquième point. Le sixième point, boire du vin rouge.
Boire du vin rouge, c'est quelque chose qui est recommandé, qui a été déterminé, la personne elle a déterminé lors de ses interviews que toutes ces populations, elles prenaient de façon modérée du vin rouge. Et là, je voulais faire juste une petite précision, c'est que dans les recommandations actuelles de l'OMS, l'Organisation mondiale de santé, on proscrit tout type d'alcool, même le vin rouge, ok? Et donc même si les médecins avant disaient, il y en a encore qui disent aujourd'hui, qu'un verre de vin rouge c'est bien pour le cœur, en fait aujourd'hui on a assez d'études qui nous montrent que l'alcool en général et même le vin rouge, il est déconseillé pour tout un tas de problèmes neuropsychiques qui se développent de plus en plus, même pour des maladies cardiovasculaires, même s'il y a une puissance qui peut être intéressante pour le cœur, il y a d'autres choses, donc ça contribue aux plaques d'athérome, etc. Donc c'est quelque chose qui est complètement proscrit par l'Organisation mondiale de santé aujourd'hui, ok. Maintenant, en disant ça, est-ce que vous devez enlever complètement et être complètement frustré parce que vous buvez aucun alcool? Je dis pas ça non plus. En fait, il faut toujours la voie du milieu. Donc si vous êtes quelqu'un comme moi j'aime pas l'alcool, ok, j'aime pas l'alcool, j'aime pas le goût, j'aime pas l'effet que ça a sur moi. Si, des fois ça peut être fun, mais c'est un produit que j'ai pas l'habitude de consommer. Je vais pas me mettre à consommer parce que je peux me dire éventuellement que ça fait du bien au cœur. Okay. Donc si vous êtes dans ce cas de figure où vous ne consommez pas du tout l'alcool, ne commencez pas parce que aujourd'hui les études démontrent que c'est plutôt quelque chose qui va apporter plus de maléfices que de bénéfices. Okay. Si vous êtes quelqu'un qui consomme beaucoup, peut-être que vous pouvez commencer à un petit peu réduire, harmoniser un petit peu cette dose. Okay. Donc il faut toujours adapter les conseils à vous, à votre style de vie. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aller mieux, pour avoir une vie plus longève, plus longue. C'est un peu le sujet de cette vidéo. Ok. Ah, donc là, c'était le point 6. Le point 7 est très intéressant, j'adore. C'est créer des liens affectifs et des relations sociales qui sont salutables avec nos amis. Créer des liens importants et les garder tout au long de notre vie. Est-ce que vous le faites? C'est très important. On le fait quand on est en train de développer nos liens sociaux dans un âge jeune. Et puis après, avec la vie, on a trop de boulot, on a trop de choses. Eh bien, on laisse un peu tomber ça. C'est important. C'est décrit dans les textes. Ok? Ashtanga-hridayam, Sutrasthana, chapitre 2. Donc, c'est-à-dire au tout début, Sutrasthana, c'est le sthana, le volume des principes généraux. On est au tout début des textes, chapitre 2. Donc, on est sur 2 sur 30. On est au tout début. Deuxième chapitre, deuxième partie du deuxième chapitre. On parle de dinacharya, les choses qu'on doit faire tous les jours. Donc, la première partie, il va nous parler de mettre l'huile sur la peau, avoir une hygiène buccale, tout ça. Tout le monde connaît, tous les ayurvédiques ils connaissent la dinacharya. Mais la deuxième partie de ces chapitres, toutes les règles d'éthique, les relations sociales, tout ça c'est décrit, ça fait partie de la dinacharya. Dinacharya, c'est les choses à faire tous les jours. Tous les jours cultiver nos amitiés. Tous les jours établir ces relations sociales qui sont salutables pour les autres, pour nous. L'être humain, il est un être sociable, on a besoin de nos amis, ils ont besoin de nous. Ça nous nourrit, c'est nourrissant, c'est un rasayana pour le mental, pour le corps, pour tout. Donc, cultivez vos amis, c'est très important, très 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 important de cultiver vos amis. Donc, si vous n'avez pas l'habitude de le faire, mettez une fois par mois une petite alarme dans votre téléphone, dans votre agenda. Une fois par mois, vous appelez un ami. Au moins ça. Une fois par semaine. Ok. Moi, par exemple, j'ai beaucoup d'amis qui sont éloignés maintenant. J'ai des amis qui sont au Portugal, j'ai des amis qui sont à Toulouse, j'ai des amis qui ont migré, donc j'ai des amis un peu partout dans le monde. Et c'est vrai que quand on ne les a pas présents, on a un peu plus de mal à les cultiver. Mais si vous êtes comme moi, appelez de temps en temps. Cultiver ça, j'ai beaucoup de mal à le faire moi, donc c'est pour ça que je vous le partage, parce que j'aime pas, je passe déjà beaucoup de temps dans l'ordinateur, donc j'évite tout ce qui est téléphone, tout ça, j'aime pas, j'aime les contacts en présentiel, mais aujourd'hui, avec la plupart de mes amis, c'est pas possible, donc il faut les cultiver autrement avec ce qu'on a aujourd'hui, donc faites-le s'il vous plaît, ok.
Huitième point. Ah oui, du coup, je voulais aussi vous partager que ma grand-mère qui a 102 ans, elle a 102 ans aujourd'hui, donc il y a 2 ans, j'avais fait tourner une vidéo avec elle où elle donnait ses astuces pour avoir une vie longue et en bonne santé. Et elle a toujours cultivé ses amis. Elle a toujours cultivé ses amis, elle a toujours cultivé sa famille, donc beaucoup d'amour autour d'elle. Aujourd'hui, ben, tous ses amis sont décédés, hein, parce elle avait des amis qui sont 10 ans, qui avaient 15 ans moins qu'elle, mais elle a 102 ans, donc ils sont tous partis. Mais c'est quelqu'un qui a toujours cultivé, et je pense que ça a beaucoup contribué à, à cet état qu'elle a, cet amour, à cette présence qu'elle a de toujours donner. Et qui a contribué aussi à sa santé, à ne pas être aigri, à ne pas... Voilà, aujourd'hui, ses amis sont décédés, mais la famille, elle est très présente. Et donc c'est pourquoi, parce qu'elle, elle irradie. On a envie d'être avec elle. C'est pas une personne qu'on a envie de mettre dans une maison de retraite et plus jamais la voir. C'est une personne qu'on a envie d'être avec elle et de se nourrir de ses connaissances, de son amour. Et c'est ça qui se passe aussi avec ces populations. C'est que les personnes âgées, elles sont très reconnues. Elles sont mises comme en haut du pilier de personnes qu'on doit suivre. C'est pas ça qu'on fait dans nos sociétés. On a créé des maisons de retraite. Qu'est-ce que c'est que ces maisons de retraite? C'est un truc qui a jamais existé dans l'histoire de l'humanité, quoi. C'est les gens âgés, c'est les gens qui peuvent nous nourrir, justement, qui peuvent nous enseigner, qui peuvent nous transmettre des choses. Avant, on habitait tous ensemble. Bien sûr, c'est pas adapté à la culture qu'on a aujourd'hui, mais est-ce que de là à les mettre complètement dans un truc parce qu'on sait pas quoi faire? Et dans notre société, on sait pas quoi faire. On n'a pas le temps de s'occuper d'eux. C'est fou. C'est fou la société dans laquelle on vit. Mais c'est comme ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de limiter ça? Aller visiter plus, même s'ils sont dans une maison de retraite, aller les visiter plus, les appeler plus, se nourrir d'eux. C'est ce qu'on peut faire avec les personnes âgées. Alors, point 8. Alimenter notre âme avec des activités spirituelles. C'est incroyable quand même que ces populations, elles nous transmettent ça. Alors qu'est-ce que c'est que se nourrir d'activités spirituelles? Mais ça peut être lié à une religion. On peut avoir une religion qui nous nourrit. Par exemple, ma grand-mère, elle est catholique et c'est quelque chose qui l'a toujours beaucoup nourri. Rien que d'aller à la messe, elle est une autre personne. C'est quelque chose qui la nourrit vraiment beaucoup. Mais être spirituel, c'est pas forcément avoir une religion. Ça peut être là, en contact avec la nature, s'asseoir avec les pieds sans chaussures et ressentir la terre, être en contact et prendre un moment d'être, un moment juste d'écoute, de profiter. Ça peut être une spiritualité. Moi, par exemple, ça m'apporte beaucoup d'apaisement, la notion et la connaissance du Samkhya, qui est la compréhension de la création de l'univers selon les Védas. Et donc, de me dire qu'on vient tous de Purusha, de cette conscience universelle, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup de paix et qui m'aide beaucoup. Comme une autre personne peut suivre une religion particulière ou autre, vous voyez. Donc, avoir une activité au quotidien, donc ça peut être la méditation, ça peut être la prière, mais avoir un moment pour ça, pour se donner à quelque chose qui est plus grand que nous. Ok. Et dernier point, c'est faire de la famille une priorité. Alors là, du coup aussi, j'aimerais apporter quelque chose de plus à ce conseil. C'est que je pense qu'on le fait. On donne plus de priorité à la famille. Mais on est maladroit en Occident à le faire. C'est-à-dire que des fois, on a l'importance que pour prioriser notre famille, il faut avoir tel travail, il faut avoir tel salaire, il faut habiter à tel endroit, il faut que l'enfant il aille à telle école. Et on oublie l'essentiel, et l'essentiel c'est le temps. C'est le temps et l'espace qu'on accorde à notre famille. Que notre famille, qu'on ait des enfants ou pas, notre famille peut être juste un conjoint, ça peut être nos parents, ça peut être nos cousins. Donc, quel est l'espace, quel est le temps qu'on accorde à notre famille? Donc là, je vais parler des enfants. Par exemple, mes parents, si on leur demande dans les valeurs,
ils vont positionner la famille en priorité. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient mes parents quand ils étaient encore ensemble? Ils sont divorcés quand j'avais l'âge de 12 ans. Mais dans mes souvenirs, avant, quand ils étaient ensemble, on était à table, ils parlaient que du travail. Et c'était malgré eux. Parce qu'en fait, le travail, il leur prenait trop de temps, ils étaient trop dans ça. Mais il n'y avait pas trop la place pour les enfants. Et ça, c'est du coup quelque chose que je voulais partager aujourd'hui parce que c'est une maladie de notre société. Et ce n'est pas la faute de mes parents, ce n'est pas la faute de chacun d'entre nous, un individuel si on fait ça, mais il faut qu'on prenne conscience. Tout ça, c'est de l'éducation. On a une certaine éducation, on est issu de notre éducation et on l'a et on va reproduire des schémas par rapport à ce qu'on a reçu. Okay? Et donc moi, par exemple, je suis quelqu'un qui priorise la famille. C'est dans les valeurs des choses que je fais, pour moi, c'est la priorité. J'adore ce que je fais en tant que travail. Donc je suis vraiment épanouie, je pense que je suis vraiment dans mon dharma, tout ce que je disais plus tôt dans cette vidéo. Mais du coup, des fois, comme j'ai eu telle éducation, des fois j'ai du mal à décrocher du travail. Parce que j'ai eu cette éducation que les femmes au foyer, c'est des personnes qui faisaient rien, c'était pas valorisé, presque au travail il faut qu'on soit épuisé. C'est pas quelque chose que mes parents m'ont dit, c'est quelque chose qui a été transmis implicitement parce que c'est ce qu'ils faisaient par leur comportement. Et donc j'ai ça en moi, j'ai cette éducation que j'ai reçue. Et donc je dois travailler tous les jours pour ne pas le faire. Parce que c'est mes conditionnements. Et donc c'est très important de comprendre nos conditionnements et de les accepter et de ne pas les nier. Ne pas dire, par exemple, je ne suis pas machiste, je ne suis pas raciste, je ne suis pas... De nier une chose qu'on a eue par notre éducation et qui fait partie de nous parce qu'il y a ces conditionnements. Donc moi, j'ai reçu ce conditionnement de que limiter les temps de travail pour être avec sa famille, c'est mal. Donc j'ai eu cet enseignement. Donc quelque part, ma tendance, elle va être le contraire. Je dois lutter tous les jours pour... déjà, j'ai les temps de travail qui sont réduits par rapport au temps que je passe en famille. Mais des fois, je suis avec ma famille, je suis absente. Parce que je pense au travail, parce que c'est la tendance naturelle qui a été installée. Et donc, je dois me battre tous les jours. Et comme moi, il y a tout le monde. Tout le monde, j'exagère, mais beaucoup de monde. Donc, c'est important de cultiver ça, c'est important de se comprendre, de s'accepter comme on est, et puis de faire en sorte d'améliorer pour qu'on soit bien, pour que notre foyer soit bien. Et là, c'est un enseignement qui est fondamental, que ces cultures, elles nous transmettent, c'est faire de la famille une priorité. Donc, faire de la famille une priorité, ce n'est pas donner tant de possessions, avoir telle maison, ou vivre à côté de la mer si en fait c'est du temps, de l'écoute, des moments, de l'espace. Ça, c'est fondamental. Ok? Donc sur ce, j'ai fini donc les 9 points qui nous ont été rapportés lors de l'étude et des interviews faites à ces 5 populations qui ont une longévité qui est extraordinaire et particulière par rapport à la plupart des personnes, en tout cas en Europe et en Amérique du Nord. Donc 10 fois plus de vie, de longévité et en bonne santé surtout. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous ne connaissez pas encore votre constitution, je vous invite à faire le quiz qui est dans le descriptif de la vidéo. Encore une fois, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour ne pas rater les vidéos, à mettre des commentaires, des likes sur la vidéo, ça aide beaucoup la chaîne à grandir, de partager ces vidéos sur vos réseaux. Et voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.